Bien, écoutez, je suis vraiment très très heureux d'accueillir ici Madame de Chantal. Et Madame de Chantal, est agrégée, elle est normalienne, elle doit avoir l'habitude, agrégée de lettres classiques d'ailleurs, comme vous. Et je l'accueille ici à double titre, peut-être un triple titre d'ailleurs en fait. D'abord au nom du laboratoire Roselius, qui est un laboratoire de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Âge, qui rassemble des historiens, des archéologues, des spécialistes des textes qui essayent de travailler ensemble. Également aussi au titre de la direction de la revue des études anciennes, qui ne peut pas être là à cause de rendez-vous pris de longue date et qui me prie aussi de l'excuser auprès de vous et de croire vraiment qu'elle aurait souhaité vraiment être ici, et aussi au titre de ce que Audrey m'a demandé de vous poser quelques questions aujourd'hui, ce qui me fait bien entendu extrêmement plaisir. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont quelques-uns sont ici, d'autres sont là. À la table des anciens, par exemple, qui est dans une collection que vous dirigez. Notre grammaire est sexy, avec Xavier Mauduit, oui. Sur lequel le jardin des dieux que vous m'avez dédicacé il y a 6-7 années d'ici, un jour à Nîmes, et donc j'ai un exemplaire dédicacé de votre livre chez moi. Ils sont rares, parce qu'il est actuellement disponible, celui-ci, donc c'est précieux. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Faut pas. Rien de... Et aussi deux autres livres qui sont libres comme Une déesse grecque et peut-être celui qui est ici devant nous, Les 9 vies de Sappho. Ces deux derniers d'ailleurs ont été édités chez Stock. Alors qu'en fait, vous êtes directrice de collection aux Belles Lettres, avec deux collections, dont les Signettes, dont on a ici quelques exemples, et dans lequel Guillaume Flabry a laissé un ouvrage sur la torturée à l'antique, si je me souviens bien, Guillaume. Et aussi la collection Les Petits Latins, pour laquelle Guillaume Flabry a laissé 3 ouvrages récents, parus, je crois, sur les 2 dernières années. Vous avez aussi écrit un certain nombre d'articles, et notamment dans Gaïa, j'ai trouvé aujourd'hui l'affluence d'Homère dans la bibliothèque d'Apollodore. Dans une autre vie. Et bien justement, c'est ma première question. Oui. C'est qu'est-ce qui vous amène de cette autre vie à l'activité que vous avez maintenant, à un parcours finalement varié au service de l'Antiquité, un parcours qui ferait peut-être qu'on vous aurait attendu dans un lycée, dans une prépa, et qu'est-ce qui vous a amené finalement à choisir cette façon d'écrire et de vous exprimer sur l'Antiquité, et une démarche qui peut-être est d'arriver notamment pour parler aussi de ce livre-ci à ces 9 livres de Sappho, quoi, voilà. Oui. Vie de Sappho. Une vie de Sappho. Oui, alors pour ce qui est de la démarche personnelle, en fait, donc dans ma famille, je pense que depuis qu'ils travaillent, ils sont tous enseignants. C'est une grande tradition, il doit y avoir un gène, le gène du prof qui coule dans nos veines. Et donc j'avais fait des études très, très classiques, le lycée à Montpellier, la classe prépa. Finalement j'ai intégré, et puis après l'agrégation. Et puis, en fait, je voyais ma voie déjà toute tracée. Et donc ça, je me disais, voilà, ça c'est la vie de tes parents, c'est la vie de tes grands-parents. Tu sais finalement à tous les âges ce que ça va être. Peut-être en plutôt moins bien, parce que déjà dans ma génération, je pense que comme ma spécialité c'était le grec ancien, j'aurais eu très peu de... il y avait très peu de postes en fait à mon époque. Et puis en plus, pour avoir passé 2 concours, la sensation de quand vous avez une place, finalement ça veut dire que c'est une place que quelqu'un d'autre n'a pas. Je n'aime pas. Voilà. Il y avait cet aspect-là.
Donc de voir une vie toute tracée. Donc finalement, moi j'aimais mieux avoir un peu de surprise. Et puis aussi, alors est-ce que c'est parce que justement j'étais fille d'enseignante et qu'il y avait énormément de livres chez moi, j'ai toujours eu la sensation que ce que j'apprenais de plus profond et de plus intéressant, eh ben, c'était plus dans les livres que je l'apprenais que dans les cours. En fait, j'ai eu des très très grands profs, mais très tard, et j'en ai pas eu beaucoup. Et donc, comme par ailleurs j'avais pris un peu des stages dans l'édition et que, en fait, ce que j'aime, moi, c'est lire, écrire et transmettre. J'ai préféré, il y avait un poste qui s'ouvrait à ce moment-là aux Belles Lettres. J'ai préféré donc faire ce type de travail. Et puis je me disais aussi que finalement, ça serait une autre manière de transmettre, parce que depuis toujours, en fait, j'ai ce goût de l'Antiquité, mais vraiment très, très marqué. Enfin, moi, j'ai grandi avec la mythologie grecque et romaine. On en reparlera sans doute avec les ouvrages plus féministes qui sont chez Stock, parce que ces figures-là de déesses et de dieux et la mythologie, c'est ce qui m'a permis d'être moi. Voilà, je me suis vraiment construite grâce à ces récits-là. C'est pas un hasard du coup si j'avais commencé une thèse sur la mythologie avec la bibliothèque d'Apollodore d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce parcours-là, c'est ce qui m'a fait bifurquer. Je pense que j'aurais été aussi très heureuse comme enseignante, si ce n'est que j'aurais pas eu l'impression de faire quelque chose de neuf, en tout cas du moins dans ma famille. Et puis il y a aussi quelque chose quand on est éditeur, en plus c'est que donc, quand ça se passe bien, ça se termine par un livre. Et un livre, bon après il appartient à ses lecteurs, mais c'est un objet, et c'est un objet fini. Un enseignement, vous ne savez pas ce qui va en rester. Et des fois, vous rencontrez des anciens élèves et ils vous rappellent quelque chose et tout. Et en fait, vous dites non, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Enfin, un livre, c'est terminé, quoi. Voilà. Et j'aime beaucoup, moi, cette sensation d'avoir un dossier qui se termine et puis on passe à autre chose. Et en plus, donc, parce qu'il y a énormément de métiers dans l'édition, peut-être qu'on pourra faire un petit point là-dessus. Et moi, c'est le métier d'éditeur. Donc en fait, je transforme un manuscrit en livre. Et du coup, je vois l'auteur en train de se faire, je vois le livre en train de se faire. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure. C'est extrêmement varié et c'est une chose qui me passionne. Oui, bon, moi je peux comprendre ça, mais je ne voudrais vraiment pas parler de moi, mais j'ai dirigé pendant 7 ans les éditions Ozonius, qui sont des éditions scientifiques que vous connaissez sans doute, sûr, oui. Et qui publient une trentaine de livres par an. Effectivement, je me suis vraiment très retrouvé dans ce que vous venez de dire sur le fait d'avoir un objet concret, que parfois on fait des recherches, et on se demande sur quoi est-ce que ça débouche, et puis quand on fait un livre, même le livre d'autrui, et qu'on en parle et tout ça, et puis un jour il est là devant nous et on est très content, et ça, c'est vraiment Il existe, il sera à la BNF et dans 100 ans, quelqu'un en aura peut-être besoin pour sa thèse. Voilà. Voilà. Alors j'ai plusieurs questions. Alors vous avez parlé de la mythologie, donc je vais plutôt passer à la partie mythologie. En préparant, j'ai été frappé par une phrase que j'ai entendue de vous. C'est la nature des mythes, c'est d'être actuel. Et ça m'a frappé comme phrase parce que donc, vous faites allusion à une sorte de plasticité des mythes que l'on s'approprie, que l'on se réapproprie en fonction de l'instant présent. Et j'ai aussi l'impression, quand je regarde ce que vous écrivez, que vous vous appropriez ça de plus en plus, que vous êtes, parce que si j'ai bien compris, les 9 filles de Sappho, c'est encore une sorte de réappropriation très très personnelle. Et donc finalement, voilà, je veux dire. Actuellement, dans quelle perspective? Et je pense que je vais mettre 2 questions que j'avais préparées en une seule question. Vous allez sans doute, puisque vous en avez parlé de ces 2 livres que vous avez fait chez Stock et de la question du féminisme, donc je pense que la réponse que vous allez me donner, c'est qu'actuellement, c'est le féminisme qui pour vous est une des réponses que vous apportent les mythes. Oui, et en plus, c'est une question,
voilà, une question qui tient à cœur à énormément de jeunes maintenant. Et ça me semble très important parce que, en fait, dans la pensée antique, il y a quantité de textes qui permettent d'avoir une pensée féministe pour aujourd'hui, donc qui vont répondre à des situations, à des cas concrets. Ça me semble aussi important dans l'histoire du féminisme, parce que c'est ce que je développe au début de cet ouvrage sur Sappho. Souvent, on décrit le féminisme par vagues. Et on fait commencer les vagues très tard, en fait. On les fait commencer soit à la fin du 19e siècle, soit au tout début du 20e siècle. Mais finalement, cette métaphore de la vague, si on la fait commencer si tard dans l'histoire, il va en falloir des vagues pour arriver à éroder un tout petit peu le rocher de la domination masculine. Or, si on montre que ces vagues ont commencé beaucoup plus tôt, ça nous permet déjà de comprendre pourquoi en ce moment on est en train de vivre une révolution féministe. Et ça nous permet aussi d'avoir une assise historique. Et je pense que c'est très important d'avoir cette profondeur de champ et cette profondeur d'assise, d'une part pour faire passer nos idées, pour montrer que c'est pas 4 ou 5 plaintes et quelques luttes qui viennent là, très contemporaines. Mais non, c'est une voix qui existe depuis le début qu'il y a de la pensée. Et surtout, de montrer que c'est une voix donc, qui existe depuis très longtemps. Et surtout, c'est une voix qui a déjà été entendue. Donc en fait, ça nous permet de montrer qu'il y a eu des mouvements d'avancée et puis de recul. Nous, on est à la dernière, on est en train de subir les derniers feux, on va dire, d'une culture qui est la culture du 19e siècle, qui a été à un moment qui a été extrêmement misogyne. Et c'est particulièrement problématique dans le milieu intellectuel parce que c'est aussi le moment où l'éducation pour tous s'est propagée. Donc les idées misogynes se sont propagées. Et dans le domaine qui est ma spécialité, si vous voyez les traductions 19e, début 20e et tout, elles sont faites par des gens de leur temps. C'est pas un complot macho quoi, ou n'importe quoi, c'est des gens de leur époque, quoi. On peut absolument pas leur reprocher. Et donc ils ont les préjugés de gens de leur époque. Mais ça peut aller loin dans les traductions. Ça peut être que, par exemple, dans telle ou telle métamorphose d'Ovide, c'est l'héroïne qui est le sujet des phrases. Et puis, en fait, dans la traduction, plouf, elle devient COD. Elle devient l'objet. Donc, ça me semble important de montrer que le féminisme, c'est pas quelque chose de tout récent et donc qui potentiellement va passer. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, à mon avis, qui existe depuis Sappho de Mytilène. Et Sappho est on ne peut plus importante parce que à son époque, sa voix qui exprime des situations de femmes, qui exprime des femmes qui ont du plaisir, parce que ça aussi c'est quelque chose. Si on reparle du procès qui a été fait aux Fleurs du Mal de Baudelaire, un procès du plaisir féminin et tout. Donc ce qui est exprimé dans ces vers, ça a été entendu dans l'Antiquité. L'œuvre de Sappho est déjà, c'est une œuvre vraiment très conséquente, c'est environ 12 000 vers, on estime, donc ça fait quand même c'est beaucoup. Elle est aussi admirée que l'œuvre d'Homère. Et elle est admirée par Platon, qui la considère comme la 10e muse, par Aristote, elle est citée dans tous les banquets, donc c'est un poète gigantesque, quoi. Mais nous, il ne nous en reste plus rien, parce que de siècle en siècle, à chaque fois qu'il y a une voix féminine comme ça qui est forte, qui est géniale, qui a du talent, elle n'a pas le droit à la postérité, ou très peu, ou pas autant que ce qu'elle devrait. J'aime bien faire un parallèle avec la question du nom. Quand on est une femme, donc on est avec le nom de son père, et puis on le perd si jamais on se marie. On a le droit de le garder, mais finalement, ça ne se fait pas tellement, donc c'est oublié. Et puis, si on a des enfants, eh bien, on peut leur donner le nom du père et de la mère, mais généralement, ce qui va rester, c'est le nom du père. Donc, quand vous êtes une femme, votre nom, eh bien, vous savez qu'il est
il est périmable. Vous donnez la vie, mais après vous, il ne restera rien de votre nom. Voyez ? Je ne sais pas si vous cherchez, par exemple, vous connaissez peut-être les noms de jeunes filles de vos grands-mères, mais déjà, la génération encore avant, plus rien. Ces femmes ont disparu, leur nom a disparu. Et il en va de même pour l'œuvre des autrices. C'est-à-dire qu'elles peuvent être célèbres de leur temps, avoir un nom, et puis quelques siècles après, ou même beaucoup moins, elles sont invisibilisées. Donc l'avantage de notre société, c'est que comme il y a un petit effort de féminisme qui est fait, eh ben, on peut découvrir des autrices absolument géniales, qu'on ne connaissait pas, vu qu'une femme n'a pas le droit à la postérité. Je suis sûre que même une autrice si célèbre, avec une œuvre si importante que Marguerite Yourcenar, déjà maintenant, on connaît un peu sa vie, on sait qu'elle a été la première femme à l'Académie française et tout, mais déjà, ça commence un peu à sombrer. Et puis surtout, de ses œuvres, bon, bah, vous êtes en lettres classiques et tout, donc vous avez peut-être lu Mémoires d'Adrien, mais c'est ça, par rapport à la quantité de choses que cette femme a écrites, et qui déjà commence à reculer un peu dans la mémoire. Alors que ce n'est pas du tout le même cas pour Céline ou pour Proust, qui pourtant sont soit contemporains, soit un peu avant. Et autre chose aussi, en parlant de Sappho et de féminisme, ça me permet aussi, à quantité de gens qui n'auraient pas du tout accès et pas spécialement envie d'avoir accès à la culture antique, de leur faire découvrir. Oui, mais c'était un peu le sens de ma dernière question, parce que moi je pense qu'il y a une prolongation entre les deux livres, le livre comme une déesse grecque et peut-être celle-ci. Et au moment de livre comme une déesse grecque, c'est frappant comment vous mettiez en évidence les idées de transmission, mais aussi de transmission bienveillante, de bienveillance de la part de ces déesses, d'édification, c'est un mot qui revient souvent. Et ma question, c'est comment est-ce que dans ce livre-ci, cette idée de bienveillance, de transmission, vous avez un peu répondu avant, mais se transmet, se traduit précisément dans ce livre-ci, quoi. Parce que donc ce que je défendais dans les déesses, c'est que en fait, toutes les divinités qui font progresser l'humanité, c'est ça. Généralement, c'est des figures féminines. Vous voyez, l'exemple typique, c'est il y a deux divinités qui sont liées à la guerre. Vous avez Arès, qui est donc une divinité masculine et qui est la guerre dans sa dimension sanglante, de violence, et Athéna, qui est la guerre déjà dans sa dimension de victoire, parce que Athéna ne perd jamais, et de puissance de civilisation qui s'instaure. Et Sappho, en fait, elle est comme le prolongement historique de ceci. Parce que c'est ce que je raconte dans ce livre, à chaque époque, dès qu'il y a une pionnière, une femme qui, la première, va faire quelque chose, pas forcément pour les autres femmes, hein, mais qui, la première femme à travailler, à gagner de l'argent pour ce qu'elle fait, c'est Anne d'Acier, qui récupère le droit de poursuivre quand son mari meurt, d'avoir son salaire, d'avoir son métier et tout. Donc c'est au XVIIe siècle, hein, Anne d'Acier. C'est vraiment la première à travailler. Elle traduit et elle fait une vie de Sappho. Quand vous avez encore un peu, enfin même bien avant, la première femme à écrire en français, et même le premier à écrire en français quasi, c'est Christine de Pisan, et bien pareil, elle écrit sur Sappho. Donc voilà, elle sert comme ça de pionnière aux femmes qui ne pensent pas comme on leur demande de penser. Aux femmes et aux hommes aussi, puisqu'on a l'exemple de Baudelaire qui veut intituler Les fleurs du mal, les lesbiennes. On a aussi quantité d'exemples de toutes ces femmes qui ont été des pionnières. Si elles ont pu l'être, c'est grâce à l'éducation que leur père a permis de leur apporter aussi. Voilà. Et ce livre aussi permet aussi de voir la place des hommes dans l'histoire du féminisme, hein, parce qu'il faut pas, voilà, faut le montrer aussi. Oui, alors bon, vous dites, c'est vrai ce que vous dites, parce que d'abord c'est vrai, hein,
Merci monsieur. Je suis contente d'avoir raison. Mais en plus, si vous voulez, c'est vrai parce que je me souviens d'un petit bouquin qui, je ne sais pas si vous le connaissez sans doute, qui s'appelle L'égal des dieux, et c'est 100 façons dont le poème de Sappho qui a été traduit. Vous le connaissez, c'est sans doute et c'est un joli petit livre. C'est un très joli petit livre. Et en fait, c'est vrai qu'on va dire que c'est la vaguelette qui reste finalement de Sappho, parce que c'est vrai que Sappho, pour quelqu'un comme moi, c'est l'égal des dieux, quoi. C'est ce poème-là qui... Et encore, je trouve que c'est frappant dans ce poème, c'est de voir à quel point, quand c'est une femme qui traduit, c'est quand même beaucoup mieux senti, parce qu'il y a toute la question à la fin du désir qui monte, qui est, quand c'est un traducteur... je trouve très souvent traduit de manière absolument ridicule. Mais pour ceux qui ont fait un peu du grec, il y a donc l'égal des dieux. En fait, je pense que ça se passe dans un banquet et Sappho est en admiration devant une femme qu'elle aime, et cette femme est à côté d'un autre, probablement un homme, mais en fait on l'apprend très très tard dans le poème, donc c'est vraiment une façon de dire que ça compte pas vraiment. Et donc, elle regarde celle qu'elle aime, et c'est vraiment le choc de l'amour, quoi. Il y a tous les sentiments. Enfin, vous êtes jeune, mais vous avez quand même déjà été amoureux, je pense. Donc, il y a toutes les sensations qui sont là. On trouve plus ces mots. Il y a la chaleur qui vient, le feu qui crépite sous la peau. Un peu cette impression de moiteur et tout. Et on a vraiment la montée d'un désir féminin qui va aboutir à du plaisir. Et une des dernières, enfin pas dans la dernière strophe, parce que la dernière strophe, il y a du suspense et je raconterai après, mais bon. Dans un des derniers vers, il y a un mot, donc on dit j'ai le feu qui crépite partout, je sens la moiteur et tout, etc. Et puis tout d'un coup, on voit je suis plus verte que l'herbe. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Traduction donc par un homme. Et donc alors là, tout de suite que Vazik c'est parti sur la femme mélancolique, l'humeur verte, noire. Et là, on voit Sappho avec les cernes jusque-là et tout. Alors qu'en fait, en grec, le mot, c'est une comparaison avec l'herbe fraîche. Et donc, c'est plutôt, elle est humide comme l'herbe. C'est une qui traduit très joliment, c'est Louise Labbé, qui dit « je verdois ». Je trouve ça chou, enfin, c'est pas mal, quoi. Ouais. Et donc, pour dire sur la fin du poème, parce qu'il nous manque la fin, le dernier vers qu'on a, c'est « mais il faut tout oser ». Donc, on ne sait pas si elle allait parler à la jeune femme ou pas. Enfin, comment ça s'est passé, cette affaire. Ouais. Eh bien, merci en tout cas. Ça, enfin, bref. Et alors, oui, quand vous répondez, si vous voulez, on voit vraiment, à mon avis, ce qui est frappant, c'est que vous parlez de réception et vous avez une façon d'aborder la réception extrêmement littéraire. Vous allez me dire, c'est logique et c'est normal et c'est votre formation. C'est mon goût, oui. Et c'est votre goût, voilà. Et moi, je trouve ça très très bien. Mais c'est comment vous vous situez, vous, par exemple, et vous n'avez pas pu ne pas le faire, par exemple, quand vous parlez de mythologie, par rapport à d'autres façons non littéraires, plus imagées. Je pense à la BD, à Luc Ferry ou à la bande dessinée Médée de Blandine de Calais. Comment est-ce que vous situez votre démarche qui est vraiment strictement littéraire et profondément, viscéralement peut-être littéraire, par rapport à ces autres supports qui finalement veulent eux aussi, comme vous, amener à l'Antiquité, veulent eux aussi continuer à donner le goût de l'antique. Voilà, c'est une question que je ne sais pas si j'ai... Non. Bah, moi, je fais avec les moyens du bord, on va dire. Je sais lire, je sais écrire. Ah oui, non, mais... Donc, je fais avec ce que j'ai. Je pense que si je savais dessiner, peut-être que ou si je savais chanter, peut-être que je dessinerais ou que je chanterais. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de mauvais procédés. Mais c'est vrai qu'étant littéraire, je suis attachée au retour au texte et j'ai envie de les faire, les partager, quoi. Mais c'était ça, parce que la question en fait que je me posais, c'est est-ce qu'il y a vraiment une sorte, pas de militantisme du texte ou du retour au texte chez vous, parce qu'il y a vraiment la volonté, si vous voulez, de faire attention et de prêter attention aux mots. Et c'était d'ailleurs aussi dans la réponse que vous avez faite ici sur l'égal des dieux, c'est vraiment de revenir aux mots, au sens du mot.
voilà, là où peut-être le mot va au-delà de l'image, ou le retour au mot qui est bien considéré apporte peut-être plus que, voilà, c'était... Plus qu'une image, hein, oui, voilà, ça, c'était le pense. sens de ma question, on va dire. Tout à fait. Puis la BD, on est dans le... On n'a pas le même rapport avec un livre de BD, enfin... Il n'y a pas cette espèce d'univers clos et de dialogue silencieux et de calme qu'il y a quand on est dans un livre, quand on tient une BD en fait. Parce qu'il y a trop de... Les impressions, enfin, il y a quelque chose de physique dans la lecture, de même qu'il y a une impression physique quand vous écoutez un son, vous l'entendez avec vos oreilles, mais il vous arrive aussi dessus, quoi, physiquement. Le rapport avec un livre, c'est ce compagnonnage dans le silence, quoi, qui est formidable. Et c'est vrai que dans une bande dessinée, c'est plutôt laisser les choses s'imprimer. Il y a plus de dialogue pour moi dans l'écrit. D'accord. Et en fait, vous partez du texte, et le but de la démarche est de ramener au texte. Je pense et comment est-ce que vous vous sentez au moment par la manière dont vous réinterprétez les textes, vous amenez, parce que c'est quand même ça qui est important pour nous et pour tous ceux qui sont ici, ramener au texte, au désir de lire. Souvent, vous vous plaignez qu'il n'y a plus grand monde pour pouvoir lire en grec et en latin les textes sur lesquels vous travaillez. Et comment est-ce que ce que vous faites, votre démarche est tout seul. Et bon, ici on a des lettres classiques. Vous faites renaître ce désir. Voilà, excusez-moi. Ben, j'essaye de donner éventuellement, ce serait l'objectif ultime, le goût aux gens. Ça, on en parlera, je pense, avec les livres de la collection Les Petits Latins. J'essaye de leur donner l'envie d'aller vers ces textes en VO, quoi. Et puis, si c'est pas possible, dans l'ouvrage sur Sappho, c'est moi qui traduis tout. En essayant de rendre ce qui me semble génialissime chez elle, c'est et très souvent en grec, je dois dire, c'est l'épure et la simplicité et l'aspect concret qu'il y a dans les choses. Enfin, je ne sais pas si ça vous frappe, si vous êtes helléniste, mais vous prenez un mot grec, il y a déjà un objet, un bout de terre et un bout de vie qui vient avec. Et ça, je trouve ça splendide et j'essaye de le rendre dans la traduction. Justement, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de traduction. Dès que c'est de l'Antiquité, on fait un truc très cérémonial et tout, un peu grandiloquent. Alors que, particulièrement pour Sappho, c'est un contresens total, parce que c'est de la simplicité pure. On dirait des petits haïkus, en fait, ces fragments. Oui, c'est juste. Ben alors, parlons aussi des petits latins. Moi, je connaissais vraiment pas la collection avant le volume de Guillaume. Ouais. Voilà, et voir un peu ce qui est au but de cette démarche qui a tout dire, m'a fait penser au Diviris Illustribus. Peut-être que je me trompe et que je suis inconnu, mais ça m'a fait penser, si vous voulez, à cette façon de revivre l'Antiquité avec le latin, ce que nous, on faisait finalement après un an. Quand j'étais jeune, après un an de latin, j'ai lu le De Viris Illustribus, je veux dire. Et je veux dire, c'est pas c'est-à-dire que les personnes de ma classe, les bons comme les mauvais, on passait à ça. On faisait une année de grammaire, de connaissances grammaticales, et puis on passait dans des textes faciles et simples. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, voilà. Ah bah oui. Alors avec cette collection, en fait, c'est parti de plusieurs constats. D'abord, c'était que j'avais à cœur de donner la possibilité de lire tout un livre en latin. Enfin, je vous disais, j'adore les livres et tout. Moi, il a fallu que j'ai la grecque pour arriver à lire, je sais pas moi, tout un chant d'Homère ou tout un chant de l'Énéide. Et ça prend déjà... il faut s'accrocher énormément. Je trouve que c'était un peu... c'était beaucoup demandé. Et en plus, le volume horaire qui est accordé au latin en grec, pour les gens déjà qui peuvent en faire, parce que c'est pas du tout simple, c'est très peu. Et en fait, c'est des heures, c'est quoi ? C'est 45 minutes, c'est rien. Et donc du coup, essayer de traduire un texte original quand on a si peu d'heures, c'est quasiment impossible, quoi. Ou alors on fait vraiment des tout petits bouts et donc on perd ce côté, on tombe dans le latin et puis on retrouve des mots, on voit à quel point c'est beau et tout. Donc je me suis dit, moi je vais faire du latin, je vais faire des ouvrages
très simple, en latin très simple. Et puis, après tout, ce qui se pense bien s'énonce clairement. On doit pouvoir faire des phrases latines toutes simples, voilà, avec très peu de mots, très peu de connaissances grammaticales. Guillaume y arrive à merveille. Oui. Voilà. Donc j'ai lancé cette collection et puis je vous dis c'est pour l'aspect satisfaisant. Puis moi j'aime beaucoup les livres. C'est l'idée, à la fin c'est fini, on a lu tout un livre, quoi. Ça c'est fait. Et puis en plus il y a plein de sujets dans l'Antiquité, surtout pour la mythologie, où vous allez avoir un petit bout ici, un grand bout là, 4 versions là-bas. Et donc si par exemple vous voulez connaître l'histoire de Cléopâtre. Ou alors avoir toute l'histoire d'Énée d'un coup, ça va être chez des auteurs différents, avec des langues différentes, des niveaux de difficulté différents, alors que là, vous avez les 3 tomes et vous avez tout le récit. Donc pour permettre ça, et comme travaillant en belles lettres, notre cœur de métier, c'est les budets, quoi, c'est le bilingue, je trouvais que c'était bien d'avoir des ouvrages où il y avait d'abord un texte latin très simple, avec en face le français. Comme ça, il y a même des gens qui commencent par lire que le français, parce que quand c'est de la mythologie, vous voulez connaître la naissance du monde dans l'Antiquité, vous lisez le texte pour la poésie et pour les connaissances qu'il dégage, et puis après, ils vont regarder un petit peu dans le latin, et puis ils vont voir que les mots se ressemblent. Et donc ça va un peu les désinhiber, quoi. C'est comme le petit verre, c'est comme la première bière. Et il suffit de goûter, plouf, tout va mieux. Et puis après, ils vont voir qu'ils arrivent à traduire. Et à la fin de chacun de ces chapitres, vous voyez, c'est des chapitres très courts, hein, ça fait une double page ou 2 au plus, vous avez le petit bonus qui est l'enrichissement culturel. Alors ça va être un point de mythologie, un point d'histoire. Comme vous disiez, moi je suis très attachée aux mots et en plus je pense qu'on peut vraiment énormément progresser en français mais grâce au latin. Donc il va y avoir comment ce mot en latin est devenu ce mot en français, les différents sens que ça a pris. J'attache aussi énormément d'attention parce que c'est quelque chose qui se perd parce qu'il y a moins de sens de la lecture aux différents niveaux de langue. De bien montrer qu'un mot, vous ne pouvez pas l'employer, si c'est un mot familier, vous ne pouvez pas l'employer dans certains contextes, sur les sens des temps, le passé simple, quand est-ce qu'on les emploie et tout ça. Donc il va y avoir ça, des illustrations qui sont très belles, c'est l'illustration de celle qui avait fait le Jardin des Dieux, Dior. Oui, c'est ce que j'avais. Ouais, c'est très beau. Et puis dans la deuxième partie, vous avez le même texte, mais il n'y a plus le français, mais vous avez tout le vocabulaire nécessaire à comprendre le texte et les points de grammaire qui vous permettent de compléter. Ce qui fait que ce livre-là, vous pouvez le lire en entier et sans avoir besoin de dictionnaire, sans avoir besoin d'explications, et puis sans avoir besoin d'écran, quoi. Et ça, c'est très important parce que on a besoin. Les écrans, c'est super, Internet, c'est génialissime, on trouve tout sur Internet et tout. Mais il y a un moment, il faut lâcher, quoi, parce que sinon, on se perd, on n'arrive pas à construire. Je parlais tout à l'heure des déesses et de Sappho en disant que ça m'avait aidé, les livres m'avaient aidé à me construire. Mais c'est parce que justement, dans un livre, vous partez du monde extérieur et vous y reviendrez après, il n'y a pas de problème. Et justement, dans ce retrait, ça vous permet de vous construire votre propre pensée, votre propre univers. Et ça vous permet à votre esprit ou votre âme de se faire et d'exister. Donc voilà, donc après tout le latin, et vous ne sortez pas du livre, et le vocabulaire. Avec différents niveaux pour pouvoir progresser. Et donc la grande nouveauté, c'est qu'à partir de la rentrée, il va y avoir des petits grecs aussi. Ah, super. Même la rentrée, c'est fin août. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai, mais en plus c'est super aussi pour le thème. Hein, on passe du français pour le thème. Une méthode, j'enverrai, je pense à Audrey, des petits fascicules pour le présenter, mais une méthode pour apprendre le latin, illustrée, et une méthode pour apprendre le grec. Ah, super. Ouais, avec la même idée que, et là aussi très illustrée, avec beaucoup d'étymologie, beaucoup de culture en fait.
pour satisfaire ceux qui font encore l'enseignement LCA. Et puis surtout le présupposé éditorial et donc là pédagogique, c'est que c'est sur des sessions de travail de 45 minutes. Parce que si vous apprenez le latin et le grec au collège ou au lycée, ou même à la fac c'est un peu plus long, mais au collège et au lycée, quand on dit qu'on a 1 heure de cours, en fait non, on a 45 minutes. Et puis si vous voulez l'apprendre, vous, chez vous, comme grand commençant, ou vous y remettre et tout, dans votre vie active, 45 minutes pour faire du latin et du grec, je pense que c'est le maximum que vous pouvez dégager dans une journée, voire dans une semaine. Mais tant qu'on y est, votre autre collection, alors peut-être signée alors, les petits signés, oui. Les petits signés, donc. On peut parler des éditions mineures. Tout à l'heure, j'allais parce que si je suis ici, c'est grâce à l'Art Élabore. Je disais que le fil rouge de toutes ces collections, c'était Guillaume, parce qu'il a écrit au moins un volume dans chacune des collections dont je m'occupe. Voilà. Voilà. Donc la collection signée, là c'est pour les gens qui n'ont jamais fait de latin et de grec. Et en fait c'est des anthologies thématiques avec des textes assez courts et puis il y a une flèche chronologique qui permet de situer et puis qui permet de voir aussi si c'est un auteur qui a écrit en latin ou qui a écrit en grec. Et mon idée avec cette collection, donc c'était m'adresser à des gens qui n'avaient pas accès à ces textes, mais aussi de montrer à quel point la littérature antique était beaucoup plus riche que ce qu'on connaît, même en ayant fait des études de lettres classiques. Parce que moi, je vois, ce que vous racontiez, normalienne, agrégée, en plus les grands-parents profs de lettres classiques et tout, on va quand même, quand je suis arrivée comme stagiaire aux Belles Lettres et que j'ai eu devant moi le mur de Budé, je me suis dit, mais c'est incroyable, tu ne connais pas 1/10 en fait de ces auteurs. Voilà. Donc là, avec cette collection, je voulais montrer ça. Cette collection aussi, elle est très bien parce que donc elle fait découvrir quantité d'auteurs. Et puis, elle montre aussi, comme c'est du thématique, les sujets sur lesquels finalement la pensée antique est d'une part très importante pour certains et puis pour d'autres précurseurs. Je pense notamment, tout à l'heure c'est l'exemple que je citais, il y a un volume qui est consacré aux animaux, donc qui s'appelle Kawe Kanem, et ça montre la densité et la profondeur qu'il y a de réflexion sur la question animale et la question de l'homme par rapport à l'animal dans l'Antiquité. Après il y a des volumes un peu bonbons qui sont vraiment tellement drôles et tellement bons, je citerai celui de Guillaume sur la torture qui est vraiment exceptionnel. Il y en a un aussi sur le paranormal, qui est pas mal, Paranormal Antiquité, avec toutes les histoires de fantômes et tout. Il y en a un sur les célébrités aussi. Enfin, il y en a plein, parce que là, la collection, on arrive au volume 40, donc c'est pas rien. Alors, je vais vous passer la parole à la salle, mais j'avais préparé 2-3 questions que à la limite, je vous poserai encore si le cas échéant, mais vous m'avez ouvert la porte à une de celles que j'avais préparées, que je pensais ne pas vous poser parce que ça concerne vos couvertures. Parce que justement, quand on édite, on est éditeur, on fait un livre, et la couverture, ce n'est pas rien. Et généralement, et c'est aussi d'ailleurs le cas dans ce catalogue-là, c'est le cas là, c'est même le cas ici avec les fragments, c'est rarement un tout chez vous. C'est des choses. C'est vrai. Et donc je me suis demandé, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous ne m'avez jamais fait remarquer, mais c'est très vrai. Ça accentuera mon côté schizophrène, mais c'était le but. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et alors plus sérieusement, comment est-ce qu'on choisit une couverture? Comment est-ce qu'on fait? Parce que la couverture d'un livre, c'est tellement important, et vous, dans votre position, vous êtes tellement décideuse sur ce point-là. L'éditeur, c'est pas lui. On a des maquettistes. Là, vous voyez, pour les petits latins, est-ce que vous en avez un petit latin? Ou même c'est un peu pareil. Je croyais qu'ils étaient là derrière moi, mais... Sinon je le fais avec le Sappho, c'est le même principe. En fait... Là? Ah, c'est oui. Mais il est couvert? Non, les petits latins, c'est l'affiche. C'est l'affiche, oui. Ah ça, on peut parler de la couverture de celle-là, parce que...
Non, ah oui, Elle parce est que là, magnifique. En fait, là-dessus, c'est un designer qui a fait, c'est des œuvres originales d'un grand designer qui a réillustré Ménécée. Ça a été un grand succès, ce truc-là. Parce que, bon, nouvelle traduction, donc ça permet de réactualiser les choses. Et puis, comme c'est vraiment un très grand artiste et un designer, il a vraiment pris en compte la dimension d'objet dans le livre. Donc, c'est très, très beau. Donc, pour faire une couverture, en fait, l'éditeur et l'auteur ont des idées. Et puis, il donne ces idées à un graphiste qui fait des propositions. Donc là, par exemple, moi, je voulais qu'il y ait le visage de Sappho, hein, et puis comme c'était plusieurs vies, je suis partie sur l'idée et que ces vies étaient un peu comme à chaque fois un miroir pour soi, pour la construction féminine. Elle est partie sur l'idée aussi du fragment, donc ça fait un peu un miroir éclaté. Pour le choix de la couleur, moi je voulais indigo parce que les violettes de Sappho et la mer Violette. Et puis voilà, donc on choisit un peu ça. Et puis on fait le choix des couleurs et tout ça. L'éditeur, il s'occupe de voir aussi ce qui est possible en termes de budget, en termes de choses aussi pratiques sur les types d'ancrage. Là, c'est ce qu'on appelle une couverture douce. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous l'avez dans les mains, vous êtes en train de le lire, c'est très agréable parce que c'est doux sur vos doigts. Mais ça a un coût, donc il faut voir, hein, calculer tout ça. Et puis après, ça va, en plus du graphiste, à celui qui n'est pas graphiste, qui est maquettiste, et donc qui va s'occuper de l'agencement de la couverture. Voilà. Qu'est-ce qu'on met, où, les couleurs, comment elles se répondent, parce qu'il y a des couleurs ça peut être très beau. Puis alors là, il faut vraiment se méfier de l'ordinateur, parce qu'en fait, vous n'avez jamais 2 fois la même couleur sur un écran d'ordinateur. Donc, il faut arriver à penser comment ça va être en forme d'objet. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 personnes qui travaillent sur une couverture. Oui, je pensais aussi que c'était bien de penser et de dire que votre travail a aussi son prolongement dans l'objet. Et vraiment une dernière, en tout cas pour ce Mais ça, vous voyez, c'est déjà, pour ces différents métiers d'édition, moi là, je conseille, je donne des idées, mais je ne dirais pas que c'est mon travail, vous voyez. C'est le travail du maquettiste et de l'illustrateur. C'est pas votre travail, mais c'est un prolongement de votre travail. Voilà, l'édition, c'est une chaîne entre... un auteur et son public. Et entre l'auteur et son public, je pense qu'il y a au moins 50 personnes en fait qui sont indispensables. Alors j'ai encore une dernière, puis je vous laisserai poser des questions. Enfin, j'en ai encore plusieurs, mais je vais me tenir pour le moment à une, qui est en fait, on a parlé de l'objet, mais dans la documentation sur l'Antiquité, vous travaillez à partir d'une documentation essentiellement textuelle, littéraire, mais est-ce que dans votre démarche, l'objet, parce qu'ici on est dans un laboratoire, si vous voulez, où il y a des archéologues, des historiens, dans quelle mesure est-ce que l'objet pourra être un jour, ou est déjà intégré à ce que vous faites, à la manière dont, en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur, vous restituez l'Antiquité? Par exemple, y a-t-il eu dans les vies de Sappho, par exemple, qui s'y prêtait pas mal, une recherche plus archéologique, plus autour de l'objet, plus autour... Alors dans Sappho, ce que je raconte très longuement, c'est voilà, donc les moments où ces livres sont brûlés, hein, entre le 4e et le 11e siècle. Et puis surtout la découverte des papyrus d'Oxyrhynque. Oui, c'était ce genre de... Ouais, c'est fascinant, vraiment fascinant, parce que en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est splendide. Hein, en fait, c'est une ville qui était donc Oxyrhynque, qui s'appelle, c'est le nom d'un poisson, enfin c'est aussi le nom d'un poisson. Et en fait, la ville était alimentée, c'est en Égypte, dans une partie désertique. Et c'est alimenté par un canal. À partir du 6e siècle, là c'est une petite ville, hein, c'est pas une grosse ville, les gens partent et le canal n'est plus alimenté, donc tout sèche. Et en fait, vu les conditions géographiques, rien ne bouge.
Il n'y a pas un pouce de vent, il pleut jamais, donc ça reste en l'état. Au début du XXe siècle, donc on découvre des momies, des papyrus, enfin c'est l'Égyptomania et tout ça. Enfin, il y a des archéologues anglais qui se promènent sur le marché du Caire. Et puis il y a un marchand donc, sur le marché qui vend du terreau en disant ce terreau est très riche, il fait tout pousser parce qu'il contient des ruines. Alors déjà l'idée c'est vraiment hyper beau, enfin, c'est très romantique de se dire ben voilà il y a une présence humaine donc du coup ça fait pousser plus. Enfin, je sais pas, je pense que ça a beaucoup de charme. Et donc il s'approche et en fait il s'aperçoit que dans les trucs de terreau il y a des petits bouts de charpie qui dépassent. Et en fait, good God, Sharpie, c'est des papyri. Et donc, il demande au marchand où est-ce que tu as trouvé ça. Donc, ils remontent le fil et ils arrivent dans cette ville à Oxyrhynch. Et en fait, c'est le tas d'ordures des gens, toutes les archives. Donc, les gens, ils jetaient leurs arêtes de poisson. Et puis, à un côté, ils triaient, j'imagine un petit peu. Donc, il y avait le poisson là et tout. Puis, il y avait aussi leurs archives, les vieux trucs qu'ils jetaient. Et leurs livres. Et en fait, quasiment à ciel ouvert. Enfin, c'est un cas unique. Hein. Je pense qu'en archéologie, c'est un apax. Il n'y a même quasiment pas à creuser. Et ils trouvent des tonnes et des tonnes et des tonnes de papyri. Et c'est aussi le signe que l'importance de Sappho pouvait avoir, mais donc jusqu'au VIe siècle. Ils trouvent des logas, donc des paroles des évangiles, et des textes de Sappho. Ouais. Voilà. Donc voilà, la dimension d'archéologie, oui, voilà. Je l'aborde toujours un peu avec des pincettes, et avec moult lectures et moult articles, parce que bon, c'est pas mon métier, donc c'est pas votre métier. J'ai déjà suffisamment de trucs à dire, je vais pas m'amuser à parler de choses que je connais pas, vous voyez. Non, mais c'était pas la question, c'était la question de la place que ça prend. Et en tout cas, on a vu, enfin moi en tout cas, que vous êtes vraiment une grande narratrice, et je pense qu'on se régale à vous écouter. Et à vous lire, bientôt, tous. Ouais. Et en tout cas, maintenant, est-ce que, voilà, moi j'ai beaucoup parlé, j'ai posé beaucoup des questions que j'avais envie, puisque, en fait... on se connaît depuis longtemps, nous, parce qu'on avait proposé un manuscrit sur le sel, je me souviens. Oui. Et il est arrivé en réalia. Voilà. Mais enfin, voilà, en tout cas, toujours est-il que je voulais aussi voir un peu comment... oui, à vous la parole, posez des questions, et pas que Guillaume. Oui, bien sûr. Moi, c'est surtout en tant qu'éducatrice, je voudrais vous poser la question, que ce soit pour les petits rouges palestiniens, ou pour ceux-là que ma fille, j'ai essayé de vendre à ma fille, mais grâce à Guillaume, pour qu'elle s'en remette un petit peu au latin. Est-ce que c'est vous qui choisissez, par exemple, pour les signer le thème? Ah oui. Ah, ça dépend. Des fois, il y a des... quelqu'un qui arrive avec clé en main. Il y a les deux. C'est le métier d'éditeur, c'est du dialogue. Hein. Donc, des fois, les auteurs arrivent avec un thème et puis ressortent avec un autre. Des fois, j'ai un thème et puis je cherche un auteur. Et puis, des fois, les auteurs arrivent avec un thème. Je trouve ça super, j'y aurais jamais pensé moi. Et je prends le... Ouais. Et là, pour les petits textes, là, pareil. Ouais, pareil. Ouais. Et là, j'aurais pu poser la question à Guillaume, mais... je pense que tu m'avais donné César contre... Non, le premier. Le premier, avec César. Pour moi. Mais est-ce qu'on s'inspire, est-ce que les auteurs s'inspirent de César, des écrits? Est-ce que c'est de la réécriture de textes classiques ou est-ce que c'est de la création pure? Alors, c'est de la création, mais avec des petits bouts d'extraits, parce que, donc comme vous le soulignez, hein, j'ai attaché au texte, et donc les auteurs ont la liberté de créer comme ils veulent, mais je leur demande autant que possible, et c'est très très souvent possible, de mettre des petites citations sous forme de 2-3 expressions, 2-3 mots, qui sont tirés d'un auteur. Bon, pour Guillaume, c'était Tout trouvé, c'est César. Pour Proserpine, c'est Claudien. Et c'est aussi important parce que dans la prolongation de l'apprentissage, ça montre que chez Virgile ou chez Claudien, qui sont des auteurs qui ne sont pas les plus simples, il y a des petites expressions qui sont déjà très compréhensibles avec un tout petit niveau.
Donc ça amène vers le texte original en fait. Et je ne veux pas monopoliser, j'ai juste une question. Et là vous essayez de les vendre à des universités ou pas? C'est pas l'objectif, c'est du privé, c'est pour une utilisation privée, ou vous avez cherché à solliciter? Alors c'est toujours... Je pense en première année, quand on a des grands débutants. C'est ça. C'est à chaque fois, c'est de l'individuel. Donc effectivement, il y a moi, c'est des livres qui sont faits pour débutants, quel que soit l'âge. Donc effectivement, à l'université, il y en a. Je pense même, il y a pas mal d'enseignants qui sont en lettres modernes et qui doivent enseigner le latin, et ça leur permet de se rassurer, de rattraper le niveau et tout. Mais donc effectivement, ponctuellement, sur des profs de fac que je vais connaître, il y en a certains qui vont travailler avec ces ouvrages. Voilà. Et je pense que ça doit être dans quelques bibliothèques, surtout qu'en plus ils sont vraiment pas chers. Là c'est la maison d'édition Les Belles Lettres qui fait un effort considérable sur le prix, parce que c'est des jolis petits livres, et 9 €, c'est vraiment pas, c'est pas énorme quoi. Vous voyez, là on va avoir les 2 manuels, donc c'est des manuels, hein, en latin et en grec. Donc là, c'est des plus grands volumes, parce qu'il faut pouvoir écrire dessus. Donc c'est 17,2, 24. Ils sont à 15 €. Vous voyez, les manuels de latin, même encore a fortiori quand ils doivent venir de l'étranger et tout, mais il n'y en a pas un à 15 €. Ils sont tous à 18, 23, 24. On fait aussi un effort pour que ça soit accessible. Quoi. Là, par exemple, le manuel, vous envisagez bien une utilisation, de solliciter des enseignants en fac pour l'utiliser, ou c'est encore une fois que de l'utilisation privée? Non, je vais aller voir les profs de fac que je connais, je vais leur montrer, mais j'ai pas de j'ai pas de courroie de transmission qui pourrait le proposer directement dans toutes les... Pas forcément, non? Si. Moi, plus il y a de gens qui s'en servent de ce manuel, le mieux c'est. Ouais. Non, mais parce qu'il faut qu'il y ait quand même apprentissage du latin, du grec, il faut que ça... Si on le sort à 15 €, il faut qu'il y ait en face une demande, parce qu'autrement... Ouais, c'est ça. Là-dessus, je suis pas inquiète, hein, parce que vous voyez, les petits latins et les petits grecs, il y a de la demande, oui. Ouais. Non, malgré, parce que là, par exemple, justement, excusez-moi, après j'arrête, sur les manuels, parce que là, c'est un truc que je connais assez bien, sur le manuel de grands débutants ou de poursuivants, je sais pas comment on dit, il y a déjà pas mal d'offres, donc qu'est-ce qui fera l'originalité? Moi, c'est une question intéressée, hein, que je pose. Qu'est-ce qui fait l'originalité de votre manuel? Par rapport au vôtre? Moi, j'utilise les autres. C'est une blague. Il sera sexy. Non. Notamment en grec. C'est le grand truc maintenant. Chacun sort son manuel parce que il faut renouveler complètement l'apprentissage. Voilà. Donc je vous dis, moi, l'angle, c'est la session de travail en 45 minutes là, que j'évoquais tout à l'heure. Ça me semble vraiment très important. Le fait qu'il y ait beaucoup de civilisation, et puis la beauté de l'objet, parce qu'on préfère toujours travailler avec quelque chose qui est beau. Et le prix, parce que 15 €, ça sera toujours le manuel le moins cher. Mais peut-être il y a une autre question. Ah mais oui, monsieur. Alors je voyais Madeleine qui... Non, Inès. Sophie. Oui. Allez-y. Déjà, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et je voulais savoir si c'était pas dur de faire rentrer du féminisme du coup dans les lettres classiques, parce que ça peut être un peu fermé. Et aussi, est-ce que vous considérez du coup vos œuvres comme militantes, ou vous n'avez pas trop cet aspect j'écris vraiment du féminisme pur Alors, de faire rentrer du féminisme dans les lettres classiques, il y a un peu des réticences, mais en même temps, c'est comme quand pour reconsidérer la mythologie. La première femme à l'Académie française, c'était Yourcenar. La deuxième, c'était Jacqueline de Romilly. La première femme à travailler, c'était une grande helléniste, Anne Dacier, qui a traduit, mais je pense qu'aucun traducteur au monde n'a jamais autant traduit qu'elle. Hein. C'est un truc, c'est un génie, cette femme. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a Sappho? Est-ce que c'est parce qu'il y a la mythologie? Mais ce domaine-là,
ça a toujours été un endroit où les femmes sont arrivées à avoir une place. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Après effectivement je ne vous cache pas qu'il y a eu des conférences avec des enseignants de lettres classiques hyper rouleuses sur, bon bref. Voilà. Et est-ce que je considère mon œuvre comme militante? Oui, essentiellement parce qu'elle n'est pas dans la plainte et elle n'est pas dans l'agression. Parce que c'est deux travers qu'il y a, pas seulement pour le féminisme, mais pour tout ce qui est débat d'idées, je trouve, aujourd'hui, donc les gens qui font avancer les choses, c'est vraiment avec les poings et les larmes. Oui, moi, j'essaye de le faire avec raison et mesure, voilà. Oui. Parce que j'aime bien Athéna. Voilà. Et avec un chouille de séduction narrative, parce que j'aime beaucoup Aphrodite aussi. Voilà. Oui, et un regard. Et un regard qui est personnel, qui est proche, qui est votre façon, ce que vous allez chercher dans les textes en fonction de votre expérience et de ce que vous êtes et dont on a essayé ici de tirer un peu. Il y a Inès, tu avais une question. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la manière de transmettre la culture antique par rapport à des écrits scientifiques qui s'adressent à des scientifiques ou déjà des personnes initiées, comme je pense que la méthode ne doit pas être la même puisque le public n'est pas le même. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières ou pas tant que ça? Alors moi je passe mon temps à lire des écrits scientifiques et j'adore ça. Donc ça c'était vraiment pas un problème. Mais je ne suis pas une chercheuse, moi je suis quelqu'un qui veut transmettre. Donc, si vous voulez, dans ma documentation, je vais lire beaucoup de choses scientifiques et essayer de trouver une manière de le passer pour des gens qui... moi je suis l'intermédiaire si vous voulez, qui eux n'auront absolument aucune appétence pour les choses scientifiques, dont c'est pas le domaine. Donc moi, je suis un peu entre les deux, si vous voulez, et je pense qu'il y a besoin de cette courroie de transmission. Voilà. Mais d'ailleurs, j'ai un souvenir c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie écrire et partir travailler dans l'édition, c'est que donc j'étais en thèse et l'année d'avant, j'avais fait le travail, parce que j'ai toujours bien aimé écrire, j'écris très facilement, travail de ghostwriter, de nègre. Et je m'étais éclatée, quoi. Je trouvais ça super et tout, machin. Et puis après, mon directeur de thèse qui me demande des chapitres. Et là, je me suis dit, super, je vais avoir... sur un livre grand public, tu dois écrire 300 pages. Là, une thèse, c'est pas 300, c'est 1000. Waouh, tu vas t'éclater. Mais en fait, l'écriture propre à l'écriture scientifique, à une thèse... Ah, mais je n'y arrivais pas. Oui, Donc j'ai le plus grand respect pour ceux qui arrivent à se plier à cette manière de faire. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas tellement d'autres parce qu'il faut à chaque fois tout montrer, tout prouver. Enfin, c'est vraiment de l'ordre c'est une démarche scientifique, quoi. Ah oui, mais ne vous inquiétez pas, pour beaucoup d'entre nous, la malédiction, c'est le contraire. C'est qu'on arrive à faire 10 articles et qu'on n'arrive pas à être narrateur de... on est complémentaires, du coup. Hein. Il y avait quand même une toute dernière de moi, à moins que vraiment quelqu'un. Ah, vas-y, Audrey. Ouais. Une question pour revenir au titre de cette rencontre, comment faire vivre les classiques aujourd'hui, et peut-être autrement, je vais rajouter, c'est-à-dire que quels conseils, vous qui n'êtes pas dans l'enseignement, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes étudiants en lettres classiques pour faire autre chose que de l'enseignement? Comment faire passer des messages, comment faire vivre les classiques autrement que par l'enseignement? Alors il y a plein de domaines. Bon, déjà vous avez les métiers de l'édition, et quand j'en dis métier de l'édition, c'est pas juste éditeur, hein. Vous avez le graphiste, vous avez la personne qui fait la mise en page, vous avez la personne comme vous après qui va s'occuper des relations avec la presse. Vous avez la personne qui va aller voir le libraire pour lui parler des livres. Vous avez les gens qui sont libraires et qui vont recommander des livres.
il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une petite librairie en Ariège, j'étais à Saint-Gaudens, donc c'est la seule librairie de la ville. Le libraire, il se régale parce qu'en fait, tous les gens qui ont envie de lire viennent chez lui, et, enfin chez eux, ce qui sont deux, et en fait, ils sont prescripteurs. Et ils font découvrir, c'est un peu comme prof, quoi. Vous faites découvrir à des gens qui sinon n'auraient jamais, se seraient pas forcément tournés vers ces trucs-là, parce que c'est bien beau les algorithmes qui vous proposent des choix en fonction de vos goûts, mais finalement vous restez dans votre bulle, dans votre zone de confort en fait. Le libraire, lui, peut vous en faire sortir et vous dire ah non mais attends, Épicure, tu vas adorer, Sappho, tu vas beaucoup aimer, les petits latins c'est super simple. Ou Suétone, tu vas voir, c'est génialissime. Enfin, ça peut être d'autres livres, hein, mais bon, voilà. Donc, il y a tous ces métiers-là. Et puis, en plus, là, l'Antiquité, pour tout ce qui est BD, roman graphique, il y a énormément de choses. Et puis, vous avez tout l'univers de l'audiovisuel là, qui s'ouvre à vous. Il y a des trucs avec des références antiques, vous allez avoir les Amazones, vous allez avoir, je sais pas, vous pouvez avoir aussi des documentaires scientifiques à faire. Enfin, il y a un grand prix du documentaire, là, je sais plus, c'est à Narbonne, je crois, tous les ans. Ouais, et on voit à quel point c'est hyper, très très dynamique. Puis en plus, c'est des métiers où il y a de l'argent, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Et tout le domaine du jeu vidéo. Voilà. Tout ça, voilà. Et aussi le scientifique, hein, le documentaire, c'est aussi intéressant. Je me rappelle, j'avais vu un documentaire où on avait essayé de faire parler les gens en latin, et c'est d'ailleurs quelque chose, je pense que c'est Guillaume, c'est d'ailleurs quelqu'un que connaît Guillaume, qui avait essayé de faire parler, qui est d'ailleurs un chartiste, hein, dont le nom là m'échappe, mais enfin c'est pas grave. Voilà. Il y a eu une série où les Romains parlaient en latin. Et oui, c'était un collègue qui avait fait le latin. Et les barbares latin. parlaient en allemand. Ah, ça, je vais pas mal. Ah, la série Arte, quoi, je vous dis tout de suite. Oui, mais tiens, je pense que c'était la même, parce que c'est laquelle je pense c'était une Barbarians. Le titre est en anglais, hein, c'est Barbarians. Bon, écoutez, vraiment, on va vraiment vous remercier, parce que c'était un bon moment, et j'ai été, en tout cas moi, très heureux de pouvoir vous rencontrer et puis d'un peu discuter avec vous. Je pense que tout le monde a été content, et je pense que vous applaudir que vous avez été avec nous avec chaleureusement. Merci.